La porte du sous-sol s'ouvrit dans un fracas assourdissant. Le hurlement d'un petit garçon de 5 ans brisa le calme du samedi matin, immédiatement suivi par le bruit précipité de pas affolés sur le parquet. Nathan Reynolds lâcha sa tasse de café, à peine conscient du liquide brûlant qui se répandait sur le carrelage de la cuisine, déjà en train de foncer vers l'origine des cris. En tournant dans le couloir, il découvrit Bear, leur berger allemand, tenant fermement l'arrière du t-shirt d'Elliot entre ses mâchoires, le traînant en arrière à travers le sol. Les yeux ambrés du chien étaient de grands ouverts, en alerte. Pas de rage dans ce regard. Non, c'était autre chose, quelque chose que Nathan comprendrait plus tard comme de la terreur pure. « Bear, lâche !» ordonna-t-il d'une voix tranchante, empreinte d'autorité. Mais le chien ne bougea pas. Un gémissement sourd montait de sa gorge, tandis qu'il continuait de tirer Elliot centimètre par centimètre, loin de la porte ouverte du sous-sol. Ce n'était pas la première fois. Depuis des semaines, Bear semblait avoir désigné cette porte comme son poste de garde personnel. Et à chaque tentative d'Elliot pour s'en approcher, son comportement devenait de plus en plus alarmant. La nuit précédente encore, Nathan s'était réveillé en sursaut pour trouver Bear debout au pied du lit, immobile, le regard rivé sur lui avec une intensité glaciale. Ses narines frémissaient comme s'il captait quelque chose dans l'air que les humains ne pouvaient pas sentir. « Ce chien sait quelque chose qu'on ignore », avait-il murmuré à son épouse. « Et que Dieu nous vienne en aide », avait-il pensé sans le dire, quand on découvrira de quoi il s'agit. Laisse un j'aime si cette histoire t'a touché et partage ton avis en commentaire avec le nom de la ville depuis laquelle tu nous regardes. Maintenant, reprenons le cours de cette histoire. Les Reynolds n'avaient pas toujours été une famille de 4. Il y a 3 ans, ils n'étaient que 3, Nathan, Emily et le petit Elliot, alors un bambin qui apprenait tout juste à aligner les mots. Ce jour-là, ils s'étaient rendus au refuge animalier du comté de Larkfield. Juste pour voir, avait insisté Emily. Nathan se souvenait encore parfaitement de l'instant où ils avaient aperçu Bear pour la première fois. Il était assis à l'écart des autres chiens, le porc digne malgré l'étroitesse de sa cage. Ses yeux, il y avait quelque chose dans ses yeux, une sagesse silencieuse comme s'il voyait à travers eux. Lui, avait dit Elliot en pointant du doigt avec ses petites mains potelées. Ce fut le premier et le dernier chien qu'ils envisagèrent ce jour-là. À 39 ans, Nathan Reynolds avait l'allure droite et disciplinée de ses années passées dans les forces armées. Après 2 déploiements à l'étranger, il avait rangé l'uniforme et s'était reconverti dans le bâtiment, devenant contremaître sur des chantiers réputés pour leur rigueur et leur sécurité. Pragmatique jusqu'au bout des ongles, il croyait en ce qu'il pouvait voir, toucher, mesurer. Tout ce qui échappait à la logique le mettait mal à l'aise. Emily, elle, était l'opposé. Professeure des écoles à Primrose Elementary, elle possédait cette patience intuitive propre à ceux qui savent écouter les enfants quand les mots leur manquent. Leur mariage avait frôlé l'implosion autrefois, tant leurs différences semblaient irréconciliables. Mais au fil des années, ces différences étaient devenues la fondation même de leur relation. Leur maison, une bâtisse coloniale nichée en lisière de la Pennsylvanie rurale, était leur rêve devenu réalité. 6 mois seulement qu'ils y avaient emménagé, après des années de prudente économie et quelques coups de pouce du réseau professionnel de Nathan. Construite dans les années 1930, elle avait le charme ancien qu'Emily adorait et la robustesse que Nathan appréciait. Les anciens propriétaires avaient rénové avec goût, modernisant tout en respectant l'esprit d'époque. Le sous-sol, cependant, restait inachevé. Nathan avait promis de s'y atteler un jour. Larkfield était le genre de bourgade où l'épicier se souvenait de vos achats habituels, où l'été rimait avec pique-nique au bord du lac et où les voisins vous apportaient des plats chauds en cas de coup dur. C'était exactement l'endroit qu'ils avaient choisi pour élever Elliot, paisible, prévisible, enraciné dans la tradition, jusqu'à ce que le comportement de Bear vienne tout bouleverser. Ce n'est pas dans sa nature, avait soufflé Emily au téléphone la veille en parlant à sa mère. Bear a toujours été si doux avec Elliot, mais là, c'est comme s'il était possédé. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que le comportement de Bear n'avait rien de nouveau. Il relevait d'un instinct millénaire, affûté par des siècles d'évolution canine.
Et dans le cas précis de Bear, affiné encore par une histoire tragique, silencieuse, qu'il portait en lui. Une histoire qu'ils allaient découvrir, morceau par morceau, au fil d'une vérité terrifiante. Le lendemain matin, après que Bear eut une nouvelle fois arraché Elliot du seuil du sous-sol, Emily s'installa à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, tapotant nerveusement sur des forums de comportement animal. Nathan, lui, faisait les pancakes. Elliot construisait patiemment une tour en bois dans le salon, sous le regard constant de Bear, allongé non loin. « Écoute ça », dit Emily en remontant ses lunettes. « Le comportement de protection peut parfois concerner un endroit précis de la maison. Si votre chien empêche l'accès à une pièce, c'est peut-être qu'il essaie de vous protéger, ou de protéger quelque chose. » Elle leva les yeux vers Nathan. « Et s'il essayait de nous dire quelque chose ?» Nathan retourna sa crêpe avec un geste un peu trop sec. « C'est un chien, Emily, pas Lassie. Les chiens se fixent parfois sur des trucs. Tu te souviens du cabanon de jardin l'été dernier ? C'était à cause de la moufette qui vivait dessous, rappela Emily. Et il avait raison. » Nathan soupira et empila les crêpes sur une assiette. « J'irai voir ce sous-sol ce week-end. Il y a peut-être un nid de souris. » Bear redressa soudain la tête, ses oreilles pointées vers la porte du sous-sol. Un gémissement profond monta de sa gorge. « Tu vois ?» souffla Emily. « Il comprend qu'on en parle. » Nathan secoua la tête, refusant d'admettre à voix haute combien il trouvait cela troublant, cette impression que leur chien comprenait chaque mot. Ce même après-midi, Emily décida d'essayer une approche plus douce. Avec des friandises à la main et une voix rassurante, elle tenta de désensibiliser Bear à la porte du sous-sol. Le berger allemand accepta les morceaux de poulet, avançant d'un pas hésitant vers le seuil, puis s'arrêta net. Tout son corps devint raide comme une planche. Une tension palpable émanait de lui. Il fixait la porte avec une intensité si troublante qu'Emily sentit un frisson parcourir son dos, malgré l'air tiède de juin. « Tout va bien, mon grand ?» murmura-t-elle en approchant lentement la main vers la poignée. « Regarde, il n'y a rien de dangereux là-dessous. » Mais au moment où ses doigts effleurèrent le métal, Bear bondit en avant. Il se plaça fermement entre elle et la porte, son flanc chaud et musclé pressé contre ses jambes, l'obligeant doucement à reculer. Emily leva les mains en signe de paix. « D'accord, d'accord, tu as gagné, pour l'instant. » Mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Et Bear, lui, le savait depuis bien plus longtemps. Le vendredi soir suivant, la situation avait empiré. Bear dormait désormais directement devant la porte du sous-sol, le museau frémissant au moindre bruit provenant de l'étage inférieur. Nathan l'entendait rôder dans le couloir à 3 heures du matin, ses griffes tapotant le plancher, sa respiration haletante et nerveuse. « On ne peut pas continuer comme ça », lâcha Nathan le matin suivant, sa tasse de café à moitié vide dans les mains. « Je vais rappeler ce dresseur. » Mais le destin en avait décidé autrement. Ce soir-là, les Reynolds devaient accueillir le dîner communautaire mensuel dans leur jardin. C'était une vieille tradition de Larkfield. Un de ces moments chaleureux où les voisins apportaient des plats à partager, s'installaient autour de tables pliantes et échangeaient les nouvelles du coin à la lueur des guirlandes suspendues. Au milieu des rires et des discussions, Bear resta en retrait, posté à l'arrière de la maison, les yeux constamment tournés vers la porte d'entrée. Il semblait incapable de se détendre, oscillant entre Elliot et la maison, toujours à l'affût. « Votre chien semble nerveux ce soir », fit remarquer M. Halvorsen, leur voisin d'à côté, un ancien électricien à la retraite qui vivait à Larkfield depuis toujours. Il versa un peu de salade de pommes de terre dans son assiette. « Tout va bien avec lui ?» Nathan raconta brièvement les épisodes étranges, le comportement de Béard, les accès au sous-sol interdit. « Le sous-sol, hein ?» marmonna M. Halvorsen, son regard se voilant. « Les anciens proprios ont beaucoup bricolé là-dessous eux-mêmes. Ça m'a toujours paru un peu louche. Dwayne n'était pas vraiment un homme de métier, si tu vois ce que je veux dire. Le genre à faire les choses à moitié, les oreilles de Nathan se dressèrent à cette mention. Quel genre de travaux ? Oh, un peu de tout. Il a changé des canalisations, déplacé un mur, je crois, installé un nouveau chauffe-eau. J'avais proposé mon aide à l'époque. Je lui ai dit que certaines modifications nécessitaient des permis. Il n'a pas voulu entendre parler de mes conseils. À l'autre bout de la pelouse, Emily observait la scène d'un œil perçant, son regard croisant celui de Nathan, chargé de cette expression silencieuse qui disait tout. « Je te l'avais dit ». La soirée se termina vers 21h. Après avoir rangé, mis Elliot au lit et éteint les lumières, Nathan se retrouva seul devant la porte du sous-sol. Bear, à ses côtés, tremblant légèrement. « Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux ?» murmura-t-il.
Qu'est-ce qui te fait si peur là-dessous » Le chien gémit doucement, pressant son museau contre l'interstice, entre la porte et le plancher. Cette fois, Nathan sentit quelque chose céder en lui. Son scepticisme habituel s'effritait, rongé par les semaines d'observation, les remarques des voisins, l'intuition d'Émilie. Ce n'était pas une lubie canine, ce n'était pas une moufette. Quelque chose clochait. Hébert le savait. « J'irai demain matin », annonça-t-il à Émilie alors qu'il se préparait à dormir. « Toi et Elliot, allez chez ta mère pendant quelques heures. Je veux vérifier ça en profondeur. » Émilie hocha la tête, un soulagement discret dans les yeux. « Merci de le prendre au sérieux. Je ne dis pas qu'il y aura quelque chose à trouver. » tempéra Nathan. Mais après ce que M. Halvorsen a dit sur les travaux mal faits, je préfère m'assurer que tout est conforme. Le lendemain matin, un ciel limpide dissimulait la tension qui pesait sur la maison. Émilie insista pour préparer un sac de nuit au cas où et chargea Elliot dans la voiture après le petit déjeuner. Avant de partir, elle serra la main de Nathan puis l'embrassa. « Sois prudent et appelle-moi dès que tu découvres quoi que ce soit. »« Ce sera sûrement rien, » répondit-il, mais sans la conviction habituelle. Lorsque la voiture disparut au coin de la rue, Nathan se retrouva seul dans la maison silencieuse. Bert, à ses côtés, immobile, les yeux rivés sur la porte du sous-sol. « Allez mon gars, dit-il enfin, voyons ce qui te tracasse. » Les marches du sous-sol grincèrent sous le poids de Nathan. Une lampe torche dans une main, une trousse à outils dans l'autre, il descendit lentement dans l'espace en béton brut. Bert le suivait à contre-cœur, chacun de ses pas mesurés, son souffle rapide, haletant. La pièce était fraîche, faiblement éclairée par 2 petites fenêtres, en hauteur. Sur un mur, des cartons de décoration de Noël. Dans un coin, un vélo d'appartement poussiéreux. Rien de bien anormal au premier coup d'œil. Mais Bert, lui, alla droit vers le fond de la pièce près du chauffe-eau. Il renifla intensément une section de cloison qui semblait plus récente que le reste. Il gratta doucement la surface, puis se retourna vers Nathan, un gémissement plaintif dans la gorge. Nathan passa la main sur le mur, une légère chaleur, inexplicable. Il frappa doucement, un son creux, il se pencha pour mieux entendre. Et c'est là qu'il le sentit. Une odeur ténue, sucrée, mais étrangement chimique. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Son instinct de contremaître prit immédiatement le dessus. Il remonta précipitamment chercher ses outils, revint avec une scie et découpa prudemment une ouverture dans le mur. Ce qu'il découvrit derrière lui coupa le souffle. Un tuyau de gaz, fissuré, mal installé, et surtout caché derrière cette cloison. « Bon sang !» murmura Nathan en reculant d'un pas, les yeux toujours fixés sur le tuyau fissuré. Il sentit son cœur s'accélérer tandis qu'il sortait son téléphone de sa poche pour appeler les services d'urgence. 30 minutes plus tard, 2 camions de la compagnie locale de gaz stationnaient dans leur allée, gyrophares allumés. Des techniciens vêtus de combinaisons ignifugées inspectaient déjà le sous-sol, circulant entre les flaques d'eau de condensation et les cartons repoussés. La maison fut évacuée par précaution, les fenêtres ouvertes en grand pour dissiper les émanations. Un technicien remonta enfin l'escalier, le visage grave sous sa visière. « Monsieur Reynolds, vous êtes passé à un souffle de la catastrophe, dit-il sans détour. Cette fuite était lente mais continue. D'ici quelques semaines, la concentration aurait été suffisante pour que la moindre étincelle déclenche une explosion. Une prise défectueuse, une allumette, même un simple déclic d'interrupteur, et boum. Il ne termina pas sa phrase, il n'en avait pas besoin. Le silence pesant suffisait. Nathan s'assit dans la cuisine, vidé. Sa chaise grinça sous son poids, et il posa ses mains tremblantes sur la table. Bert vint s'asseoir à ses pieds, plus calme qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Sa mission, semblait-il, était accomplie. Nathan lui caressa le crâne lentement, les doigts enfouis dans la fourrure dense. « Comment tu savais, mon vieux ?» murmura-t-il. « Comment t'as su ?» Cette nuit-là, une fois la fuite réparée et la maison jugée à nouveau habitable, Nathan s'installa sur le perron arrière. Une bière dans une main, l'autre posée sur le pelage chaud de Bert. L'air était doux, chargé du parfum des gardénias de M. Halvorsen. Un contraste saisissant avec l'odeur chimique qui avait imprégné leur maison quelques heures plus tôt. Bert soupira profondément, semblant enfin détendu. Il leva les yeux vers Nathan comme pour lui dire « Je t'avais prévenu ». Émilie sortit à son tour, une tablette à la main. Elle s'assit doucement à côté de son mari, jetant un coup d'œil vers l'intérieur pour s'assurer qu'Elliot dormait encore. « J'ai fait quelques recherches, dit-elle, sa voix volontairement basse. J'ai contacté le refuge. Je voulais savoir s'ils avaient plus d'infos sur Bert, sur ses antécédents. » Nathan fronça les sourcils, intrigué. «
Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? L'odeur, répondit-elle. Le gaz naturel est inodore pour nous. Ce qu'on sent, c'est une odeur ajoutée artificiellement. Hébert l'a détecté à travers un mur, bien avant qu'on sente quoi que ce soit. Je me suis demandé s'il avait déjà été entraîné pour ça. S'il n'avait pas un passé. Elle tourna l'écran vers lui, une fiche scannée du refuge avec en haut une photo de Bear plus jeune, plus maigre, les yeux perdus. Son nom n'était même pas Bear, murmura Émilie. Selon la puce électronique, il s'appelait Rex. Elle avala difficilement sa salive. Il appartenait à un homme nommé Martin Rourke, contremaître dans une mine en Virginie. Nathan saisit la tablette et lut les documents. Le chien avait été confié au refuge par la sœur de Martin après la mort de ce dernier. Il y avait une note dans le dossier. Le chien montrait des signes de stress post-traumatique, particulièrement en présence d'odeurs chimiques ou dans des espaces clos. Le vétérinaire du refuge pensait qu'il avait été exposé à un événement traumatisant. Apparemment, c'était un chien de sécurité non officiel dans une exploitation minière, expliqua Émilie, la voix tremblante. Il détectait des poches de gaz avant même les capteurs. Nathan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il baissa les yeux vers Bear, dont le regard ambré brillait dans la pénombre du porche. Un regard profond, ancien. Un regard qui en avait vu plus que beaucoup d'humains. Et il a revécu tout ça ici. Avec nous, murmura Nathan. Il a essayé de nous sauver, encore une fois. Émilie hocha la tête. La sœur de Martin, Hélène Rourke, habite encore à Middletown. Le refuge m'a donné ses coordonnées. Elle m'a dit qu'elle viendrait ce week-end. Elle veut le revoir et elle a des affaires de Martin, des choses qui pourraient lui faire du bien. Nathan prit une longue gorgée de bière, son regard fixé au loin. D'accord, on l'appellera demain. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Bear dormit au pied de leur lit et non devant la porte du sous-sol. La menace immédiate était écartée, mais Nathan ne trouvait pas le sommeil. Il repensait à tout ce que ce chien avait deviné, tout ce qu'il avait ressenti. Était-ce seulement son odorat hors norme? Ou était-ce quelque chose de plus? Quelque chose d'instinctif, de primitif? Une capacité à sentir non seulement le gaz, mais le danger lui-même? Le lendemain matin, pendant qu'Émilie téléphonait à Hélène Rourke, Nathan emmena Elliot et Bear faire une balade dans le quartier. À leur retour, Émilie avait les yeux rougis. Elle s'en souvenait tout de suite, dit-elle. Elle a fondu en larmes quand je lui ai décrit Bear. Elle a toujours voulu savoir ce qu'il était devenu. Nathan s'installa sur le canapé, Elliot jouant à ses pieds avec des blocs. Elle a dit quoi d'autre? Suffisamment pour me faire comprendre que Bear a vécu bien plus que ce qu'on imaginait. Émilie s'assit à ses côtés. Martin l'appelait Rex. Il l'avait depuis chiot, il l'a formé lui-même, il l'emmenait partout, et surtout à la mine. Nathan resta silencieux. Émilie poursuivit. Chaque matin, il faisait le tour des galeries avec lui. Si Rex refusait d'entrer quelque part, Martin faisait tester à nouveau la zone. Il lui faisait plus confiance qu'aux machines. Elle inspira lentement. Sa sœur a dit que son frère avait sauvé des dizaines de vies grâce à ce chien. Le regard de Nathan glissa vers Elliot, toujours accompagné de Bear, imperturbable, fidèle. « Et qu'est-ce qui est arrivé à Martin ?» demanda-t-il. Émilie baissa les yeux. Effondrement en 2018. Une poche de méthane. Martin et 7 mineurs ont été coincés pendant 3 jours. 3 sont morts à l'hôpital, dont lui. Elle serra les mains. Rex n'était pas dans la mine. Il était resté au-dessus ce jour-là. Mais quand on a sorti Martin, Rex n'a pas quitté son corps, ni pendant le trajet, ni à l'hôpital. Et quand Martin est mort, Rex a hurlé, une seule fois. Puis il s'est tu, et il n'a plus jamais aboyé. Nathan cligna des yeux. Il réalisa qu'en 3 ans de vie commune, il n'avait jamais entendu Bear aboyer. Jamais. Pas une seule fois. Il pensait que c'était sa nature, mais non. C'était un deuil. Un silence né d'une perte. Émilie se leva. Hélène arrive samedi. Elle tient à lui apporter des affaires de Martin. Un foulard qu'il portait toujours, des jouets, des photos. Elle veut le revoir. Nathan hocha la tête, la gorge nouée. Bien sûr. Le samedi suivant, sous un ciel d'un bleu éclatant, une vieille berline couleur champagne gravit lentement l'allée des Reynolds. La poussière s'éleva doucement dans son sillage, enveloppant la voiture comme un linceul d'images passées. Nathan était assis sur le perron lorsqu'elle arriva. Une femme en robe fleurie en descendit avec précaution. Elle devait avoir autour de 65 ans, les cheveux tirés en un chignon impeccable, le regard vif malgré l'âge. Émilie, Elliot et Bear attendaient non loin, tous 3 immobiles. Mais c'était Bear qui réagit le premier. Dès que la portière claqua, il s'immobilisa. Ses oreilles se dressèrent. Son museau se leva, humant l'air. Il poussa un gémissement aigu.
le premier son qu'il avait émis depuis la fuite de gaz. Puis il s'élança vers la femme sans hésiter. « Mon Dieu !» murmura Hélène Rourke, la main tremblante devant sa bouche. Il se souvient, Bert franchit la dernière distance qui les séparait d'un bond puissant. Il se colla à elle, frémissant, enfouissant son museau contre ses genoux. Son corps tout entier tremblait, non de peur mais d'émotion. Hélène s'accroupit lentement malgré la raideur de ses articulations et entoura le chien de ses bras. « Rex, mon bon vieux Rex, tu n'as pas oublié. » Un son étrange et bouleversant sortit de la gorge du chien. Ni un aboiement, ni un gémissement. Quelque chose entre les deux. Un cri ancien, chargé de mémoire. Nathan sentit sa gorge se nouer. Personne ne parla pendant de longues minutes. Ils regardèrent en silence ce lien entre le passé et le présent, cette reconnexion bouleversante entre un chien et une femme qui avait dû le quitter trop tôt. Enfin, Hélène se redressa lentement. Elle essuya ses larmes avec un mouchoir brodé, inspira profondément, puis sourit faiblement. « Pardonnez-moi, ça fait 5 ans. Je ne pensais pas que je le reverrais un jour. » Émilie s'approche. « Entrez donc, on a préparé du café et on aimerait tout savoir. » Hélène hocha la tête, touchée. Elle marcha aux côtés de Bert qui ne la quittait plus, le flanc contre sa jambe, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. Dans le salon, elle s'installa sur le canapé. Bert se coucha aussitôt à ses pieds, la tête posée sur ses chaussures. « Il a l'air bien nourri, » dit-elle en lui caressant la tête. « Il semble heureux. Il nous a sauvés, » répondit Nathan. « C'est nous qui lui devons tout. » Le regard perçant de Hélène se posa sur lui. « Il vous a alerté pour le gaz, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous avez contacté le refuge. » Nathan acquiesça. Hélène hocha lentement la tête, parce que c'est ce qu'il faisait. C'est ce que mon frère l'avait formé à faire. Pendant plus d'1 heure, elle leur raconta l'histoire de Martin Rourke et de son chien Rex. Comment son frère, veuf depuis ses 39 ans, avait adopté ce chiot pour combler la solitude. Comment le lien entre eux était devenu indéfectible. Comment il avait commencé à l'emmener à la mine, d'abord pour ne pas le laisser seul, puis par nécessité. Ce jour-là, ça a commencé par hasard, expliqua Hélène. Martin conduisait une équipe vers la galerie nord. Rex s'est mis en travers de son chemin. Il tirait sur sa manche, refusait d'avancer. Martin l'a écouté, il a fait demi-tour, a demandé des tests supplémentaires. Les capteurs avaient détecté une concentration de méthane dangereuse. L'équipe avait échappé de peu à l'asphyxie. Après ça, mon frère n'a plus jamais ignoré ces signaux. Il a commencé à l'entraîner, à lui faire sentir des échantillons de gaz en conditions contrôlées, à l'associer à des comportements spécifiques. Nathan était fasciné. Ce n'était donc pas juste un instinct, il a été formé. Hélène acquiesça. Officieusement, bien sûr. La direction ne voulait pas en entendre parler. Trop de responsabilités légales, mais tous les mineurs savaient, si Rex refusait d'entrer quelque part, on ne discutait pas. Émilie s'assit sur l'accoudoir, les yeux brillants. « Et il a sauvé des vies ?»« Des dizaines », répondit Hélène. Martin disait que Rex sentait non seulement le gaz, mais le danger lui-même, comme s'il avait un 6e sens. Elle s'interrompit un instant, caressant distraitement les oreilles du chien. Il y a eu un jeune mineur, à peine 19 ans. Il ne croyait pas aux avertissements de Rex. Il s'est entêté, est entré seul dans une galerie. Elle baissa les yeux. Elle s'est effondrée. Il n'a pas survécu. Martin n'a jamais pu se le pardonner. Après ça, plus personne ne remettait en question ce que le chien pressentait. Dans un coin du salon, Elliot, qui jouait en silence, leva soudain la tête. « C'est pour ça qu'il n'aime pas le sous-sol. Parce qu'il pourrait tomber ?» Un silence pesant suivit sa question. Émilie se pencha vers lui. « Pourquoi tu dis ça, mon chéri ?» Elliot haussa les épaules, comme si c'était évident. « Parce que Bert me l'a dit. » Tous les adultes échangèrent un regard surpris. « Il t'a parlé ?» demanda Hélène doucement. Le petit garçon secoua la tête. « Pas avec sa bouche, avec ses pensées. Il me parle parfois dans ma tête. » Émilie sembla hésiter entre le sourire attendri et l'inquiétude. Hélène, elle, hocha la tête avec sérieux. Les enfants sentent des choses que les adultes oublient. Ils perçoivent de sans filtre. Elle se tourna vers Elliot. « Et que t'a-t-il dit d'autre, Bert ?» L'enfant sembla réfléchir un instant. « Il y a un homme dans le sous-sol, un homme qui ne peut pas respirer. C'est pour ça que Bert ne voulait pas que j'y aille. » Émilie se figea. « Il fait des cauchemars, depuis des semaines. Des cauchemars avec un homme coincé dans le sous-sol. On pensait que c'était lié à l'histoire du gaz. » Hélène posa lentement une main sur le bras d'Émilie. « Je pense que vous devriez inspecter ce sous-sol de bien plus près. » Plus tard ce soir-là, après avoir couché Elliot et longuement rassuré Émilie, Nathan descendit au sous-sol, sa lampe torche dans une main, son sac d'outils dans l'autre.
Hélène et Émilie le suivaient de près, leurs visages tendus. Ber marchait à ses côtés, comme un compagnon d'opération, mais cette fois, son attitude avait changé. Il n'était plus là pour bloquer l'entrée. Il était là pour guider, pour l'accompagner. Arrivé au pied des marches, Nathan se dirigea directement vers la cloison qu'il avait déjà ouverte quelques jours plus tôt, là où le tuyau fissuré avait été dissimulé. Mais Ber, lui, ne s'arrêta pas. Il continua à avancer vers le fond du sous-sol au-delà des équipements d'exercice, jusqu'à une section du mur qui semblait avoir été grossièrement réparée. Là, entre deux piliers de béton, une fine fissure serpentait dans le plâtre, presque invisible à l'œil nu. Ber s'assit devant, puis gratta doucement le sol. Nathan s'accroupit, passant la main sur le béton, il sentit un courant d'air, froid, irrégulier, presque imperceptible. Il approcha sa lampe de la base du mur et remarqua une légère différence de texture, comme si la surface avait été refaite plus récemment. « Émilie » appela-t-il, « va me chercher la baramine dans mon coffre à outils. » Tandis qu'elle remontait les escaliers à la hâte, Nathan continua à inspecter le mur. Il tapota différentes zones avec le manche de sa lampe. Un son mat ici, un son creux là. Il frappa un peu plus fort et un morceau de plâtre se détacha, révélant un espace derrière. Lorsqu'Émilie redescendit avec l'outil, il s'en empara et commença à faire levier. Le béton se fissura, puis céda sous la pression, dévoilant un petit espace noir. « Il y a une pièce derrière » murmura-t-il, l'incrédulité dans la voix. Une salle qui ne figure sur aucun plan. Il éclaira à travers l'ouverture élargie. Ce qu'il découvrit le glaça immédiatement. La pièce était étroite, basse de plafond, avec un sol en terre battue. Les murs étaient faits de pierres brutes, comme un vieux cellier ou une cave de contrebande. Dans un coin, il aperçut une lanterne de camping renversée, des emballages de nourriture vides, et une vieille couverture roulée sur un matelas taché. Hélène s'approcha et jeta un œil. « Une sorte de cachette ?» Nathan secoua la tête. « Non. Quelqu'un a vécu ici, récemment. » Il agrandit le passage à coups de masse jusqu'à pouvoir s'y faufiler. La lampe dans une main, il avança dans la pièce. L'air était humide, moisi, et il y régnait une odeur d'humain, de transpiration rance, d'enfermement, et quelque chose de plus dérangeant, d'acide. Ber entra derrière lui en alerte. Il reniflait chaque coin, chaque fissure, s'attardant longuement près du matelas. Dans un coin de la pièce, contre le mur du fond, Nathan aperçut une pile de cahiers. Il en ouvrit un. Les pages étaient remplies d'une écriture serrée, tremblotante, avec des croquis, de la maison, leur maison, des plans, des itinéraires, des indications sur leurs horaires, ce qu'Émilie faisait chaque matin, quand Elliot se couchait, où ils rangeaient leurs clés, ce qu'ils mangeaient le mercredi. Nathan sentit son estomac se nouer. « Émilie, dit-il d'une voix tendue, appelle la police, maintenant. » Elle s'exécuta sans poser de questions. Hélène entra à son tour dans la pièce, son regard se posant sur les cahiers. « Bon sang, vous êtes tombé sur quelque chose de beaucoup plus sinistre que vous ne l'imaginiez. » Ber, lui, était posté à côté du matelas, son regard fixé au sol. Il poussa un gémissement grave, puis gratta frénétiquement la terre. Nathan s'agenouilla près de lui et commença à creuser à main nue. À une dizaine de centimètres, il heurta quelque chose de métallique, une poignée. Il dégagea davantage de terre et découvrit un petit trappe en bois renforcé de métal, verrouillé par un cadenas flambant neuf. Il appela Émilie. « Ramène-moi la pince coupe-boulon. » La pluie s'était mise à tomber au dehors. Une pluie lourde, rapide, frappant les fenêtres du sous-sol comme une alarme de plus. Hélène leva les yeux vers les murs de pierre. Ce genre de vieille pièce ne résiste pas bien aux grosses pluies. Si l'eau s'infiltre, ça peut s'effondrer. Lorsqu'Émilie redescendit avec l'outil, l'eau suintait déjà lentement des jointures des pierres, se répandant en petits ruisseaux sur le sol en terre. Nathan coinça la pince sur le cadenas et força. Le verrou sauta avec un cliquetis sec. Il souleva la trappe. Une odeur nauséabonde remonta aussitôt, mêlée de renfermé, de métal et... autre chose, de plus âcre. Il pointa sa lampe dans l'ouverture. En dessous, un puits étroit s'enfonçait dans le sol, équipé de vieux barreaux rouillés scellés dans la pierre. Il y avait au moins 2 mètres de descente, puis une petite plateforme, puis encore de l'ombre. « Émilie » appela-t-il, le regard fixé dans l'abîme. « Préviens la police que ça devient urgent. Ils doivent te venir, maintenant. » Elle remonta rapidement, sa voix paniquée résonnant dans le téléphone. Hélène se pencha au-dessus du trou. Ce genre de tunnel, ça pourrait être un ancien accès à une citerne ou un vieux cellier oublié. Mais ce n'est pas normal que ce soit aussi profond. Nathan inspira. « J'y vais,
Je veux savoir ce qu'il y a là-dessous avant que l'eau n'envahisse tout. Je viens avec toi, déclara Hélène. Il se tourna vers elle. Vous plaisantez? Ce n'est pas un endroit pour... Je connais Rex, répondit-elle calmement. Et Martin m'a appris une chose. S'il y a un danger, Rex le fera savoir. Mais s'il ne panique pas, c'est que c'est encore temps. Nathan hocha la tête. Il ajusta la sangle de sa lampe frontale et commença à descendre lentement dans l'obscurité. Les barreaux étaient glissants, l'air humide, l'espace exigu. Son cœur battait à tout rompre. Hélène restait à l'entrée, sa lampe braquée dans l'ouverture. Bear le suivait du regard, inquiet mais silencieux. À mi-hauteur, Nathan atteignit une plateforme étroite, puis un nouveau passage horizontal étayé grossièrement par des poutres en bois. Il avança lentement dans cette galerie. Et là, à la lueur de sa lampe, il vit une chaise pliante, une lampe torche éteinte et des chaînes boulonnées au mur, accompagnées d'un matelas souillé. Quelqu'un avait été maintenu là, prisonnier. Nathan sentit un froid glacial l'envahir, bien plus mordant que l'humidité ambiante. Il resta figé, sa lampe frontale illuminant les chaînes fixées dans la pierre brute. Elles étaient épaisses, solides et encore légèrement brillantes, comme si elles avaient été utilisées récemment. Il approcha et examina le sol. Des traces de frottement, une empreinte de pied récente, puis un bruit, un son ténu, presque inaudible, venant de plus loin dans l'obscurité. Un sanglot. « Il y a quelqu'un ?» lança-t-il en arrière vers Hélène, sa voix résonnant dans l'espace exigu. Une personne vivante. Il avança d'un pas précipité, suivant le couloir naturel formé par les pierres et le bois. Après quelques mètres, il déboucha sur une petite chambre souterraine. Et là, tout au fond, agrippée au dernier barreau d'une échelle rouillée menant vers un autre accès, une jeune femme était recroquevillée, trempée, les yeux fous de peur. « Aidez-moi » haleta-t-elle faiblement. « S'il vous plaît. Je suis ici depuis des jours. » Nathan s'agenouilla aussitôt près de la base de l'échelle, braquant sa lumière vers elle. Elle tremblait violemment, ses vêtements en lambeaux, le visage couvert de crasse et de larmes. « Vous êtes blessé ? Ma cheville, elle est enchaînée à l'échelle, » répondit-elle en montrant le bas de sa jambe. En effet, un collier de métal lui entourait la cheville, relié à la structure par une chaîne épaisse. Nathan sentit une rage froide l'envahir. « Je vais vous sortir de là. » Il examina la serrure. C'était une vieille serrure à goupilles, pas un cadenas moderne. Il sortit un tournevis et une pince de sa poche. Pendant qu'il s'acharnait sur le mécanisme rouillé, il tenta de la rassurer. « Quel était votre nom ? »« Megan Fields. Je suis Nathan, et je vous promets que vous serez bientôt dehors. » Derrière lui, il entendit soudain un jappement, un son court, sec, un signal. Bear venait de descendre. Quelques instants plus tard, le chien apparut dans l'ouverture du couloir, ses yeux brillants de détermination. Sans attendre, il s'approcha de Megan, la renifla, puis posa doucement sa tête contre son flanc. Elle éclata en sanglots. « Ce chien, il m'a trouvé, il est venu me chercher. » Nathan força sur la serrure. Les goupilles cédèrent. Le cliquetis libérateur résonna. La chaîne tomba dans un bruit métallique. Megan s'effondra à genoux et Bear resta près d'elle, immobile, solide, comme un ancrage. Il lui offrait son poids, sa chaleur, sa stabilité. « Je ne peux pas marcher vite » gémit-elle. « Alors on va prendre notre temps » répondit Nathan. Il l'aida à se relever. Ensemble, appuyés sur Bear, ils commencèrent à faire demi-tour vers la trappe d'accès. Mais déjà, l'eau montait dans le tunnel. Des infiltrations devenaient des filets, des ruissellements. Il fallait faire vite. Hélène les attendait en haut de la trappe, paniquée. Ça cède de partout. Le mur commence à fuir et les pompiers ne sont toujours pas là. Nathan l'aida à faire passer Megan par l'ouverture, puis Bear. Il s'engouffra ensuite dans la trappe juste à temps. Car à peine eut-il dégagé ses jambes qu'un pan entier du sol s'effondra derrière lui, noyant l'ancien tunnel sous une masse de terre et d'eau boueuse. Le sous-sol lui-même était maintenant inondé jusqu'aux chevilles. L'eau continuait de s'infiltrer à travers les murs. Hélène aida Nathan à soutenir Megan, tandis que Bear, trempé mais alerte, marchait devant eux vers les escaliers. Ils avaient atteint la première marche quand un bruit les figea, un coup de feu, puis le cri d'Émilie. Sans réfléchir, Nathan se précipita. Il grimpa les marches deux par deux, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'il poussa la porte du sous-sol, la scène qui s'offrit à lui le terrifia. Un homme se tenait dans l'entrée du salon, grand, maigre, les traits tirés, les yeux pleins de désespoir et de folie. Dans sa main droite, un revolver. Émilie était debout contre le mur, son corps légèrement en retrait,
protégeant Elliot de ses bras. Hélène n'était pas visible. L'homme tourna la tête lentement. « Vous êtes là ? Parfait. Je me disais bien que vous aviez fouiné trop loin. » Nathan le reconnut immédiatement. C'était Dwayne Carter, l'ancien propriétaire de la maison, le même homme dont Monsieur Halvorsen avait dit qu'il faisait des travaux douteux dans le sous-sol. Le même qui apparemment avait beaucoup plus à cacher que des tuyaux mal installés. « Vous auriez dû rester dans les clous, cracha Dwayne. Cette maison, c'était mon dernier espoir, et vous êtes venu tout gâcher. » Emily tenta de le raisonner. « La police arrive, Monsieur Carter. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez poser cette arme. » Il ricana. « La police ? Les rues sont inondées. Personne n'arrivera avant un bon moment. » Son regard s'attarda sur le sous-sol. « Est-ce que vous avez trouvé là-dessous ? Vous n'avez aucune idée de ce que ça implique. Vous croyez avoir découvert un secret ? Ce n'est qu'un avant-goût. » À ce moment précis, Bear surgit de la trappe. Son regard était fixé sur Dwayne. Il grogna. Un grondement grave, profond. Nathan le sentit prêt à bondir. Il le devança. « Bear, pas encore !» Mais le chien n'attendit pas. Bear s'élança. Un éclair de muscles et de rage muette. Il traversa la pièce en un battement de cœur. Dwayne tenta de lever son arme, mais le chien était plus rapide. Il bondit, percutant l'homme en pleine poitrine. Le coup fit valser le revolver à travers la pièce. Il atterrit sous un meuble, hors de portée. Dwayne et Bear roulèrent au sol dans un chaos de cris, de coups, de grognements. Nathan bondit à son tour, saisissant Dwayne par les épaules pour l'éloigner du chien. Bear relâcha sa prise et recula, les crocs découverts, prêt à intervenir de nouveau. Dwayne, au sol, haletant, les vêtements déchirés, n'avait plus rien de menaçant. Il tremblait, les yeux fous. « Vous ne comprenez pas » murmura-t-il. « Ils m'ont obligé. » Je ne pouvais pas dire non. Emily récupéra rapidement Elliot et l'éloigna vers la cuisine. Nathan plaqua Dwayne contre le sol, le maintenant en position de sécurité pendant qu'Hélène appelait la police une nouvelle fois pour confirmer la situation. « Qui vous a obligé ?» demanda Nathan, sa voix ferme. « Parlez. » Mais Dwayne secouait la tête, l'air ailleurs. Il répétait des mots sans suite. Les hommes en noir, la camionnette, les visages flous, des fragments délirants, ou bien des aveux fragmentés. Nathan comprit qu'il n'aurait pas de réponse claire, pas encore. C'est à ce moment-là que les sirènes se firent entendre au loin. Les gyrophares rouges et bleus traversèrent les vitres, balayant le salon de leurs éclats urgents. 2 agents de police entrèrent précipitamment, suivis de pompiers et de membres des services de secours. L'équipe médicale prit immédiatement Megan en charge, la couvrant de couverture thermique, l'installant sur un brancard. Elle serra la main de Nathan en passant, un regard reconnaissant noyé dans les larmes. « Merci, vous m'avez sauvé. » Bear, lui, suivait la civière du regard, comme s'il voulait s'assurer qu'elle sortirait bien de cette maison, comme s'il ne pouvait pas relâcher sa vigilance tant que tout danger n'était pas écarté. L'agent en charge prit la parole. « Monsieur Reynolds, Madame Reynolds, vous allez devoir venir au poste pour déposer vos déclarations. Ce que vous avez trouvé ici ?» Il jeta un œil vers la trappe. « Ça va déclencher une enquête d'envergure. » Dwayne fut embarqué sous escorte, menottes au poignet, les yeux fixés sur le sol, murmurant toujours ses incohérences. Mais dans son regard, Nathan n'y vit plus de menace, juste du vide. Plus tard dans la soirée, la maison fut entièrement bouclée. Ruban jaune à chaque entrée, détecteurs et appareils d'inspection dans le sous-sol. Les enquêteurs fédéraux arrivèrent dès l'aube. L'équipe des crimes majeurs s'installa avec des ordinateurs, des appareils photo, des prélèvements ADN. L'espace secret sous la maison fut scanné, mesuré, analysé. Megan fut formellement identifiée. Disparue depuis 6 semaines dans une autre ville à 150 km de là. Les enquêteurs suspectaient qu'elle n'était pas la seule. Les cahiers retrouvés dans la pièce contenaient des dizaines de prénoms, des profils, des observations. Nathan observait tout cela avec une nausée profonde. Il avait acheté cette maison pour offrir à sa famille un refuge, un lieu sûr, paisible, loin du chaos. Et sous leurs pieds, tout ce temps, se trouvait un enfer silencieux, invisible. Et sans Bear, ils n'auraient rien su. Ils auraient dormi chaque nuit au-dessus de cette tombe vivante. 3 jours plus tard, alors que les journalistes campaient déjà dans les rues de Larkfield, un agent du FBI frappa à leur porte. Il leur expliqua que Dwayne Carter n'était pas un simple ravisseur, qu'il agissait sous la direction d'un réseau beaucoup plus vaste, que la maison avait été utilisée comme point de transit, et que Rex, Bear, avait probablement senti bien plus qu'une simple fuite de gaz. « Ce chien vous a probablement sauvé de bien pire », conclut l'agent. « Il vous a donné le temps d'agir et d'éviter que cette opération ne se poursuive en toute impunité. »
Cette nuit-là, la famille Reynolds dormit dans une chambre d'hôtel prêtée par une amie d'Emily. Elliot dormait d'un sommeil profond, Bear en boule au pied de son lit. Emily resta éveillée longtemps, assise au bord du matelas. Nathan la rejoignit en silence. « Tu crois que Bear savait tout depuis le début ?» demanda-t-elle. « Pas avec des mots, répondit-il doucement. Mais il a ressenti ce que nous étions incapables de percevoir. La peur, le désespoir, le danger, et il n'a jamais abandonné. » Emily caressa les deux du chien. « Il a pris tout ça sur lui, toute cette terreur, pour nous protéger. Et il a réussi, souffla Nathan. Il a fait plus que nous sauver. Il a brisé une chaîne. Il a mis fin à quelque chose d'ignoble. » Le lendemain matin, les nouvelles avaient déjà fait le tour du pays. Des journalistes nationaux parlaient de l'incroyable flair d'un chien de famille et de l'ancien militaire devenu héros malgré lui. Des dizaines de personnes appelaient la ligne d'information installée par les autorités pour partager des noms, des disparitions, des doutes. Mais pour Nathan et Emily, tout ce tumulte importait peu. Ce qu'ils retenaient, c'était le regard de Bear, sa patience, sa fidélité sans faille. Et surtout, son courage. Dans les semaines qui suivirent, la maison fut placée sous scellé, les Reynolds logés provisoirement dans un gîte de la ville, loin des caméras et des regards curieux. Les autorités fédérales poursuivaient leurs recherches et les révélations s'enchaînaient à une vitesse étourdissante. L'une des pièces du sous-sol était reliée à un réseau de tunnels plus anciens, vestige d'une époque oubliée où l'Arkfield servait de passage clandestin entre deux États. Personne ne savait combien de propriétés avaient été construites sur ces souterrains. Mais une chose était certaine, la maison des Reynolds avait été transformée en point stratégique par des hommes qui comptaient sur le silence des murs. Bear, lui, restait fidèle à lui-même. Il suivait Nathan dans chacun de ses déplacements, s'assurant à chaque instant que rien d'anormal ne les guettait. Depuis le sauvetage de Meghan, il avait repris une sérénité nouvelle, mais une vigilance restait tapie dans son regard, comme s'il savait que cette histoire, malgré les apparences, n'était pas complètement terminée. Un matin, alors que Nathan emmenait Bear pour une simple promenade en forêt, le chien s'arrêta soudain net en pleine clairière. Il leva la tête, humant l'air, puis tourna les yeux vers Nathan d'un air grave. Ce regard, il le connaissait. C'était le même que celui qu'il avait vu avant la découverte de la pièce cachée. Il s'agenouilla doucement à ses côtés. « Qu'est-ce que tu sens, mon grand ?» Mais cette fois, Bear ne grogna pas. Il posa simplement sa tête contre la poitrine de Nathan. Un geste silencieux, mais lourd de sens, comme une mise en garde. Ce même jour, Helen Rourke les rejoignit au gîte. Elle tenait dans ses bras une boîte en bois, vieillie mais soigneusement entretenue. Elle la déposa sur la table, puis s'assit avec un soupir fatigué. « C'était à Martin, dit-elle. Je pense que Rex mérite de le garder. » Nathan ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, un collier de cuir usé, une médaille gravée « Rex, Mines d'Ashbury », un bandana rouge et un petit médaillon doré en forme de pioche. Le symbole de l'unité de mineurs qu'avait dirigé Martin. Bear s'approcha. Il renifla doucement le contenu de la boîte. Puis, sans un bruit, il posa sa patte avant sur le collier. Un frisson traversa la pièce. Hélène avait les larmes aux yeux. Il n'a jamais cessé de le chercher, vous savez. Même après l'enterrement, il dormait sur la dalle du caveau pendant des jours, puis il est parti, il a fugué. Je l'ai cherché partout. J'ai mis des affiches, j'ai appelé tous les refuges, mais il était déjà ici, avec vous. Emily s'approcha de Bear et noua le bandana autour de son cou. Le chien ne bougea pas, acceptant ce geste comme un rituel, une transition, un retour. Il n'était plus Bear, le chien étrange d'un refuge anonyme. Il était Rex, chien sentinelle, survivant, gardien de secrets. Cette soirée-là, ils organisèrent un petit dîner avec Hélène et quelques proches. Juste un moment de paix autour d'un feu de camp improvisé. Elliot s'endormit sur une couverture, la tête posée contre le flanc de Rex. Nathan observait la scène, son regard perdu dans les flammes. Il pensait à tout ce qu'ils avaient traversé, à cette maison achetée comme un rêve devenu un cauchemar, et à ce chien tombé du ciel, porteur d'une mémoire qu'aucun humain ne pouvait égaler. Plus tard dans la nuit, alors qu'Emily et Elliot dormaient déjà, Nathan se leva pour rejoindre Rex dehors. Le chien était assis dans l'herbe, le nez levé vers le ciel étoilé. Il ne réagit pas tout de suite à la présence de Nathan. Il semblait ailleurs, comme s'il communiquait avec quelque chose ou quelqu'un, peut-être Martin. Nathan s'assit à côté de lui. « Tu sais que tu as changé nos vies, hein ?» murmura-t-il. « Tu n'étais pas juste un chien abandonné. Tu étais un message, un avertissement. »
Rex tourna légèrement la tête vers lui, puis reposa son museau sur ses pattes avant. « Je ne sais pas ce que tu as encore à faire dans ce mont, » continua Nathan. « Mais tant que tu voudras rester avec nous, cette famille, c'est la tienne. » Le chien ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, un vrai silence s'installa. Pas un silence de peur, un silence de paix. Mais cette paix ne dura que quelques jours. Le jeudi suivant, un courrier anonyme fut glissé sous la porte du gîte. Une enveloppe simple, sans nom, sans timbre, juste une feuille pliée. Sur celle-ci, une phrase dactylographiée « Ce que vous avez trouvé n'est que la première couche, ne creusez pas plus loin ». Nathan montra la lettre aux autorités. Le FBI l'a pris très au sérieux. Une équipe fut dépêchée pour fouiller de nouveau les fondations de la maison. Ils découvrirent d'autres signes troublants, des câbles dissimulés, un ancien micro caché derrière une poutre, et dans le grenier, un trou percé dans la cloison, camouflé sous l'isolation. Quelqu'un, pendant des mois, avait pu les observer sans qu'ils le sachent. Le cauchemar semblait recommencer. Mais cette fois, Nathan, Emily et Rex n'étaient plus pris au dépourvu. Ils étaient prêts. Ils décidèrent de ne plus retourner dans leur maison, du moins pas avant d'en savoir plus. Le gîte devenait leur nouvelle base et les enquêteurs du FBI transformaient l'ancienne demeure familiale en zone d'investigation à part entière. Des camions noirs arrivaient chaque matin, des hommes en combinaison y entraient avec du matériel dernier cri. Ils inspectaient chaque poutre, chaque mur, chaque recoin du sol. Ce qui autrefois n'était qu'un sous-sol banal se révélait être un nœud logistique complexe. Il ne s'agissait plus d'un simple ravisseur isolé. Un réseau avait utilisé cette maison comme relais et personne ne savait encore jusqu'où il s'étendait. Un matin, alors que Nathan s'apprêtait à emmener Elliot à l'école temporaire installée par la mairie, un agent du FBI, l'inspecteur Claire Donovan, frappa à leur porte. Elle tenait une mallette grise à la main, son regard trahissait une tension contenue. « Monsieur Reynolds, je peux vous parler en privé ?» Nathan hocha la tête et fit un signe à Emily. Elliot s'éloigna dans le jardin avec Bear, sous la surveillance d'un garde en civil. Claire ouvrit sa mallette et en sortit un dossier marqué « Confidentiel ». Elle le posa sur la table, puis s'assit face à Nathan. « Nous avons identifié une partie des visages notés dans les cahiers retrouvés sous votre maison, » dit-elle. Des visages croqués à la main, mais avec une précision étrange. Parmi eux, deux policiers de Larkfield, un professeur de lycée et un ancien agent immobilier, tous liés à des disparitions non résolues sur les 6 dernières années. Nathan resta figé. Claire poursuivit. Ce n'est pas un réseau organisé au sens classique, c'est plus diffus, une chaîne de complicité, de silence, de gens ordinaires qui ferment les yeux et qui parfois participent activement. Elle sortit ensuite une photo, en noir et blanc, prise par une caméra thermique à l'arrière de leur maison. On y voyait une silhouette, statique, cachée entre les arbres, datée d'il y a 2 mois à 2 heures du matin. Ce n'était pas un animal, et ce n'était pas Dwayne Carter non plus. Nathan sentit son estomac se nouer. Il avait souvent cru que Bear aboyait dans le vide, la nuit, ou qu'il faisait des allers-retours nerveux par simple anxiété. Mais non, il avait senti quelque chose, quelqu'un. Claire referma la mallette. « Vous êtes surveillé depuis longtemps. Et Bear, ou Rex devrais-je dire, était votre seul rempart. » Elle se leva. « Nous allons vous relocaliser temporairement. Ce que vous avez découvert est trop précieux et trop dangereux. » Ce soir-là, Nathan annonça à Elliot qu'il partirait quelques jours. L'enfant ne comprit pas tout, mais il hocha la tête, l'air grave. Rex, lui, semblait déjà prêt. Il s'installa à l'arrière du SUV sans un bruit, comme s'il savait que cette fuite n'était qu'une étape. Ils furent emmenés dans une maison sécurisée à l'orée d'un bois, à plusieurs heures de route. Isolés, entourés d'agents discrets, bardés de capteurs. Emily trouvait le silence angoissant. Mais Nathan, lui, se sentait étrangement calme. Comme si, pour la première fois, il n'était plus seul. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Rex bondit sur le lit. Il grattait la fenêtre du museau, nerveux. Nathan se leva en sursaut, attrapa une lampe torche et se dirigea vers la porte d'entrée. À travers le judas, il ne vit rien. Mais Rex grognait. Il grognait d'un ton sourd, contenu, comme s'il luttait contre quelque chose. Il ouvrit la porte. Et là, dans la pénombre, juste en bordure de lumière, une forme apparut. Une silhouette d'homme. Il ne bougeait pas. Il observait. Nathan leva la torche. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ?» La silhouette recula lentement, sans un mot, puis elle disparut entre les arbres. Les agents arrivèrent en moins d'1 minute, mais il était déjà trop tard. Aucun signe, aucune empreinte, rien. Le lendemain matin, Claire Donovan revint, cette fois avec un regard plus sombre encore.
L'homme qui vous a observé cette nuit, c'est lui que nous cherchons depuis le début. Celui que Dwayne appelait le coordonnateur, il ne laisse jamais de traces. Mais là, il s'est montré. Il vous envoie un message. Nathan serra les poings. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Claire le regarda longuement. Parce que vous avez tout brisé. Le réseau, l'oubli, le silence. Parce que Rex a fait ce que personne n'aurait cru possible. Et parce que vous avez encore quelque chose qu'ils veulent. Quoi donc? Elle hésita. Megan Fields. Elle se souvient de plus qu'elle ne le pense. Elle était au cœur d'un transfert important. Il la croyait perdue, et elle peut les identifier. Nathan ferma les yeux. Tout s'emboîtait. Ce qu'ils avaient découvert n'était que la surface. En sauvant Megan, ils avaient mis en danger non seulement leur foyer, mais un système entier bâti sur la peur et l'effacement. Mais désormais, ils n'étaient plus passifs. Ils avaient un allié que ces hommes redoutaient sans comprendre. Un chien silencieux, venu du fond d'une mine effondrée, porteur d'un instinct qui transcendait la logique humaine. Un survivant, nommé Rex. Les jours qui suivirent furent une alternance étrange d'attentes nerveuses et de moments de calme presque irréels. La maison sécurisée dans laquelle les Reynolds avaient été placés devenait un sanctuaire en sursis. Rex, fidèle sentinelle, ne dormait plus que d'un œil. Chaque bruit, chaque craquement, chaque frémissement de vent le faisait redresser la tête. Il passait ses nuits à faire le tour du périmètre, inspectant les abords de la clairière, humant l'air comme s'il traquait une menace que seuls ses instincts pouvaient percevoir. Emily, elle, sombrait doucement dans une fatigue mentale. Le moindre cri d'Elliot la faisait sursauter. Le moindre appel du FBI faisait naître en elle une peur incontrôlable. Nathan restait calme en apparence, mais il sentait cette tension latente peser sur chacun de leurs gestes. Ce qu'ils avaient découvert n'était pas une anomalie, c'était une porte, et elle s'était entr'ouverte bien trop loin. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres et que le feu crépitait dans la cheminée, Claire Donovan revint avec une nouvelle plus dérangeante encore. Elle s'installa dans le salon, sortit une tablette et afficha une carte satellite. Une autre maison a été retrouvée, à 80 km d'ici. Même schéma, même architecture souterraine, même méthode. Elle marqua un temps. Sauf que dans celle-ci, il y avait 3 personnes. 2 adultes, un adolescent, aucun survivant. Le silence s'abattit comme une chape de plomb. Elliot jouait dans une autre pièce, ignorant encore la gravité de la situation. Emily avait baissé les yeux, figée. Rex, lui, avait relevé la tête. Il fixait l'écran. Et étrangement, grogna. Claire zooma sur un détail. Cet endroit, ce n'est pas un hasard. C'était un duplicata de votre maison, construit avec les mêmes plans. Nathan fronça les sourcils. Vous êtes en train de dire qu'on a été copié? Claire hocha lentement la tête. Pas copié, reproduit, testé. Ce que vous avez découvert n'est pas unique. C'est un système, un modèle. Elle sortit un dossier, en extrayait une photo. Un homme, crâne rasé, visage fermé, lunettes noires, chemise boutonnée jusqu'en haut. Le genre de visage que l'on oublie, qui se fond dans n'importe quel décor. On pense que c'est lui, le coordonnateur. Aucune empreinte, aucune identité. Juste des mouvements. Il a été repéré dans 4 états différents, toujours à proximité de maisons comme la vôtre. Nathan regarda la photo longuement. Quelque chose dans ce visage l'intriguait. Pas un souvenir, plutôt une sensation. Rex, lui, s'approcha. Il renifla la photo, puis recula légèrement, grognant de nouveau. Claire nota la réaction. C'est la 2e fois qu'il réagit à ce visage. C'est un signal clair. Elle se leva. Il faut mettre Megan en sécurité. Ce n'est plus une simple victime. C'est un témoin clé. Si ce réseau découvre qu'elle commence à retrouver la mémoire, ils n'hésiteront pas. Ce soir-là, Megan fut transférée dans un centre fédéral. Nathan, Emily, Elliot et Rex restèrent seuls dans la maison protégée. Mais ce n'était plus un abri. C'était une embuscade en attente. 2 nuits plus tard, Rex réveilla Nathan à 3 heures du matin. Un aboiement court, section alarmant. Nathan bondit hors du lit, attrapa sa lampe, son téléphone. Emily sortit de la chambre, portant Elliot dans ses bras. « C'est Rex ?» demanda-t-elle, déjà tremblante. « Oui !» Ils se retrouvèrent tous au salon. Rex tournait en rond, les muscles tendus, le regard fixé sur la porte d'entrée. Soudain, toutes les lumières s'éteignirent. Blackout. Nathan sentit une sueur glacée perler dans son dos. Il attrapa la radio d'urgence, tenta de joindre l'un des agents postés dehors. Rien, silence radio. Emily chuchota « On est seul ». Rex se posta devant la porte, immobile. Un garde silencieux. Nathan s'approcha lentement d'une fenêtre et souleva un coin du rideau.
Dans l'obscurité, 3 silhouettes se tenaient dans la clairière. Statue, observateur, l'un d'eux fit un pas en avant, puis 2 autres suivirent. Nathan recula, il se tourna vers Emily. « Monte dans la salle de bain avec Elliot, verrouille tout, et toi, je reste avec Rex. » Elle obéit sans discuter. Dans ses bras, Elliot pleurait déjà. Rex, lui, grognait plus fort. Il s'éloigna de la porte et se dirigea vers la cuisine. Là, il renifla le sol, puis se posta devant la trappe de la cave. Nathan le suivit. « Tu veux qu'on descende ?» Un regard, un aboiement bref, c'était oui. Ils descendirent lentement. La cave n'avait rien de particulier. Mais au fond, derrière un vieux congélateur, Rex grattait la cloison. Nathan comprit, un passage. Encore un. Il déplaça l'appareil avec effort, découvrit une porte en métal dissimulée. Fermée, mais pas verrouillée, il l'ouvrit. Un tunnel, étroit, sombre, pas humide comme ceux de leur ancienne maison, plutôt sec, prévu, organisé. Rex s'engouffra le premier, Nathan le suivit, la lumière de sa torche dansait sur les murs. Le sol était lisse, comme récemment coulé, et au bout, une issue, une échelle, une sortie de secours qu'ils ignoraient jusque-là. Derrière eux, un bruit sourd, un impact contre la porte d'entrée, en haut, des voix, des pas. Quelqu'un forçait l'entrée. Nathan grimpa à l'échelle, ouvrit la trappe. Ils débouchèrent dans les bois, à plusieurs centaines de mètres de la maison. Loin du danger immédiat, Rex se posta, les oreilles dressées, le regard fixé sur les arbres. Ils avaient échappé à l'attaque, grâce à lui, encore une fois. Nathan, haletant, les mains sales de terre et d'adrénaline, regardait autour de lui. La forêt était silencieuse, trop silencieuse, pas un cri d'animal, pas de vent, pas de feuillage qui bruisse, seulement leur souffle, et celui de Rex, calme et maîtrisé. Le chien restait figé, le regard ancré vers la maison qu'il venait de fuir. Il savait que le danger n'était pas encore écarté. Mais il savait aussi qu'il les avait sortis à temps. Nathan sortit son téléphone. Toujours pas de réseau. Il prit Rex par le collier, puis ils se mirent en marche, contournant les zones éclairées, glissant entre les arbres. Au bout d'un quart d'heure, ils atteignirent une route secondaire. Une camionnette noire du FBI venait d'y débouler à toute vitesse. Les renforts, trop tard pour protéger la maison, mais pas pour reprendre le contrôle. Un agent sortit du véhicule, arme levée. Quand il vit Nathan et Rex, il abaissa immédiatement son arme et cria dans sa radio « Ils sont en sécurité, on a les Reynolds ». Quelques minutes plus tard, Emily et Elliot furent retrouvés dans la salle de bain, terrorisés mais indemnes. La maison avait été infiltrée par 3 individus masqués. Aucun d'eux n'avait laissé d'empreinte, et la coupure de courant avait été déclenchée depuis une boîte électrique enterrée. Ils étaient organisés, précis. Mais une chose les avait arrêtés, le temps gagné par Rex et le passage secret que seul lui avait pu retrouver. Le lendemain, Claire Donovan convoqua Nathan et Emily. Ils se retrouvèrent dans un hangar réquisitionné par le FBI. Sur les murs, des cartes, des visages, des lignes rouges entre les villes. L'enquête avait changé d'échelle, elle n'était plus locale, elle n'était plus discrète. « Vous êtes officiellement les témoins principaux d'une opération fédérale », annonça Claire, « et vous êtes aussi devenus une cible prioritaire. » Nathan ne dit rien. Emily, elle, serra les poings. « Vous avez dit que Megan était une clé. Est-ce qu'elle est en sécurité ?» Claire hésita. Elle allait parler. Elle a reconnu plusieurs personnes, dont un sénateur d'un État voisin et un ancien chef de la police de Larkfield. Le réseau est tentaculaire et très bien protégé. Elle pointa une autre photo. Un homme que Nathan n'avait jamais vu. Âgé, regard froid, costume impeccable. On pense que c'est lui, le véritable cerveau, celui que Dwayne appelait le maître d'œuvre. Il n'apparaît dans aucun registre, aucune photo publique. Mais Megan l'a décrit. Et Rex, elle se tourna vers le chien, allongé à leurs pieds. L'a senti, lors d'une perquisition dans une maison abandonnée. Il a marqué une trace. Et dans la cave, on a trouvé une bague identique à celle que Megan avait mentionnée. Emily demanda « Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ?» Claire répondit sans détour « Une opération d'envergure, mais ce sera long. Et vous serez nos témoins jusqu'au procès. Vous aurez besoin d'une protection constante. » Nathan soupira. Il regarda Rex, paisible, mais attentif. « Nous avons déjà le meilleur des gardiens. » Les jours suivants furent un tourbillon d'interrogatoires, de tests, de reconstitutions. Rex devint presque une légende au sein de l'équipe fédérale. On parlait de lui comme d'un chien aux 6 sens, capable de sentir le danger avant qu'il n'existe, de détecter le silence anormal d'un lieu, l'odeur de la peur humaine,
Un vétérinaire comportementaliste déclara, après l'avoir examiné, qu'il portait les marques d'un traumatisme ancien, sans doute lié à des mois d'isolement sous terre, mais que sa capacité d'analyse environnementale était exceptionnelle hors norme. Nathan, lui, se mit à consigner tout ce qu'ils avaient vécu, pas pour un livre, pour un dossier, un témoignage, une mémoire, car il avait compris une chose, tout ce qu'ils avaient vécu n'avait été possible que grâce à un seul être vivant. Un chien abandonné, un chien qu'on appelait autrefois Rex. Le soir, au calme, Elliot posait parfois sa tête contre le flanc du chien et chuchotait « Toi, t'es pas juste un chien, t'es un super-héros silencieux. » Et Rex ne disait rien, mais il restait là, inébranlable, vigilant, présent. Émilie et Nathan, malgré la peur, malgré le chaos, avaient désormais une certitude. Rex n'était pas arrivé dans leur vie par hasard, il était la réponse, l'écho vivant d'une promesse faite il y a longtemps, quelque part dans une mine effondrée entre un homme nommé Martin et son chien. Et cette promesse, il continuait de l'honorer. Le printemps revint, l'air s'adoucit, les arbres reprirent leur souffle et avec eux, la famille Reynolds. Après des mois d'angoisse, d'enquête, de témoignages et de nuits sans sommeil, ils avaient enfin retrouvé un semblant de stabilité. Le FBI leur proposa une relocalisation permanente dans un autre État, une nouvelle maison, un nouveau départ. Émilie hésita, mais Nathan accepta. Il savait que rester à Larkfield, c'était vivre sous le regard invisible de ceux qui n'avaient jamais été arrêtés, ceux qui attendaient encore dans l'ombre, ceux que Rex, seul, aurait pu continuer à sentir. Le jour du départ, Nathan retourna une dernière fois dans l'ancienne maison, pas pour dire adieu à la bâtisse, mais pour ce qu'elle représentait. Il se tenait au bord du jardin face à cette façade devenue si familière et pourtant si étrangère. Rex à ses côtés, calme, silencieux, mais le regard toujours aussi éveillé. « Tu sais que je t'ai jamais vraiment demandé pourquoi t'es venu ici » murmura Nathan. Le chien leva à peine la tête comme s'il comprenait. « T'étais brisé, tout seul, comme cette maison. Et maintenant, c'est toi qui nous as reconstruits. » Rex s'approcha, posa sa tête contre la jambe de Nathan, puis ils partirent. La nouvelle maison, située dans les collines paisibles de l'Oregon, n'avait rien de spécial en apparence. Une clôture blanche, un petit porche, une vue sur un lac calme. Mais elle était sûre, entourée de forêts, de silences sains et de voisins choisis avec soin. Rex s'adapta immédiatement. Il explorait chaque recoin, testait le moindre bruit, reniflait chaque pierre. Et une fois qu'il eut tout vérifié, il s'autorisa enfin à dormir vraiment. Des semaines passèrent. Elliot reprit l'école, Émilie se mit à peindre. Nathan, lui, passait ses soirées à consigner chaque détail de leur histoire. Il refusait que tout cela soit perdu, pas pour la célébrité, ni pour la vengeance, mais pour la mémoire. Pour que d'autres comprennent ce que personne ne voulait croire, que parfois les héros ne portent pas d'uniforme ni même de voix. Un matin, alors qu'il terminait une page de son journal, Nathan entendit des pas sur le plancher du porche. Il ouvrit la porte. Un facteur, la cinquantaine, souriant, tendait un colis. Pas d'expéditeur, pas de cachet identifiable, juste son nom, Nathan Reynolds. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, un objet, une vieille médaille militaire et un mot écrit à la main. Pour celui qui a su écouter ce que les autres ont ignoré. Le combat n'est pas terminé, mais grâce à vous, il a un visage. Asher Ellen Rourke. Elle aussi continuait à lutter, à chercher, à connecter les points. Elle n'avait pas disparu. Elle agissait dans l'ombre, comme Rex l'avait toujours fait. Ce soir-là, Nathan appela Elliot et Émilie sur le porche. Il leur lut la lettre, puis il accrocha la médaille au collier de Rex. « Tu ne viens peut-être pas d'un centre d'entraînement officiel, » dit-il en lui grattant la nuque. « Mais pour nous, t'es plus qu'un chien de service. T'es une sentinelle, notre garde du cœur. » Émilie ajouta en souriant, « et notre ange gardien à quatre pattes. » Elliot se blottit contre lui. « Il est à notre famille. » Le chien resta immobile, puis lentement, il leva les yeux vers le ciel, comme s'il écoutait quelque chose, comme s'il recevait un signal silencieux. Puis il se recoucha dans l'herbe, le regard tranquille. Il n'y avait plus rien à craindre, mais il continuerait à veiller, et quelque part dans les profondeurs du pays, dans des sous-sols oubliés, dans des chambres secrètes, dans des endroits qu'on ne montre pas sur les cartes, certains sentirent le changement. Le silence se fissurait. Leurs secrets, leurs tunnels, leurs codes n'étaient plus inviolables. Un chien les avait entendus, et ils n'oubliaient rien.